paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guedec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast traversant différentes époques à la recherche de meilleurs longs métrages de tous les temps. Chaque mois, un film est tiré au hasard dans la liste qui est composée de suggestions des auditrices et auditeurs. Dans ce numéro 57, aujourd'hui, on va se concentrer sur Suspiria de Dario Argento, sorti en France le 18 mai 77. Avec moi pour aujourd'hui pour causer du film, Pezzo. Hello. Yuna. Salut. Vivien. Oui, salut. Et Jean-Baptiste à la technique. Et wesh. Suspiria sera-t-il mieux classé que Star Wars 4 ou Pulp Fiction? C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans Retour vers le Turfu numéro 57. Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower that will mean the end of it. You can run from Suspiria. You can hide from Suspiria. Et avant de commencer l'émission, information d'usage, si vous souhaitez soutenir ou aider notre podcast Retour vers le Turfu, nous vous demandons simplement de mettre des commentaires 5 étoiles avec un joli commentaire sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict en vous remerciant par avance. Par ailleurs, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer votre liste de films pour qu'on en parle dans l'émission à l'adresse suivante hervéturfu@gmail.com. Aujourd'hui, donc, on se concentre sur Suspiria, son titre québécois Harry Potter à l'école des danseuses, réalisé par Dario Argento, scénario de Dario Argento et sa femme de l'époque Daria Nicolodi, basé sur le recueil de poèmes Suspiria de Profundis de Thomas de Quincey. À la photographie, nous avions Luciano Tovoli, qui est d'ailleurs responsable de la photographie du dîner de cons de Francis Weber. D'ailleurs, hein, voilà, si vous voulez un petit peu savoir. Si, Pardon. exactement. À la production, c'était la Senta Spettacoli. Au casting, nous avions Jessica Harper, Joan Bennett, Stefania Casini et Udio Kier. Et la musique, bien sûr, du groupe des Gobelins. JB, raconte-nous l'histoire de Suspiria. Suspiria, eh bien, c'est Suzy Bannion, une jeune étudiante américaine qui arrive à Fribourg afin de suivre des cours dans une école de danse prestigieuse. Et dès son arrivée, elle aperçoit une étudiante fuir l'école et apprend plus tard que celle-ci a été assassinée dans des conditions atroces. Une fois intégrée à l'école, certaines élèves lui confient qu'il se passe des choses un peu cheloues dans l'établissement. Et plus le temps passe, plus les incidents, les meurtres, les disparitions se multiplient. Et elle devient un peu parano, Suzy, et elle décide de mener un peu l'enquête et elle apprend que l'école habite les lieux en fait d'une demeure où séjournait une sorcière un siècle plus tôt. Et ce qu'on va se demander, c'est si elle va réussir à faire cesser cette malédiction ou si elle succombera également de cette malédiction. Telle est la question. Cette question a coûté quand même $900 000 de l'époque, soit 3,8 millions en 2020, soit 5 fois moins que Camping de Fabien Antoniente. Important. Remise en... toujours une petite remise en contexte. Le film, quant à lui, a rapporté $20 millions dans son exploitation, soit 20 fois son budget. Et ça fait combien de fois Camping? Ouais, voilà, c'est ce que j'allais demander. Merci Pezzo. Combien de fois Camping? Ça va faire c'est 5 fois moins, je pense. Oui, Camping, ça a vachement plus rapporté. C'est beaucoup plus rentable de faire un Camping qu'un Suspiria. C'est dommage. C'est bien dommage, effectivement. Pas sûr. Comment ça? Au niveau des décors, par exemple, trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'un camping par rapport à une école, oui, ça coûte moins cher. Non, ça coûte plus cher, location et tout, le matos. Le Benko. Là, clairement, c'est du décor de théâtre, en fait. Et film, voilà. Donc, t'as fait rage du Pezzo, super. Et il a cartonné aux États-Unis, notamment durant son exploitation en Midnight Movie, donc les films de minuit. Ça a été une exploitation, en fait, généralement, ça a été une mode fin 70, début 80 aux États-Unis, en fait, de diffuser des films vers minuit, en fait. C'était souvent des films
séries type B en fait, soit des films d'horreur, soit des films expérimentaux. Pour les insomniaques. Ouais, mais en fait justement pour les insomniaques peut-être, mais surtout pour les gros toughers sur ceux qui étaient complètement starbés à minuit, complètement bourrés. Et en fait il y a des films comme ça qui ont cartonné aux États-Unis comme Eraserhead de David Lynch. Il s'est fait connaître grâce à ça en fait, grâce à ces mouvements-là. Tous les films que JB n'aime pas, ça passait là-dedans. Mais c'est un genre de film en fait, c'est ce qu'on appelle à l'international le JB 8 en fait. C'est vraiment que les films JB 8 et il y a aussi un film qui est devenu culte aussi avec Eraserhead, il y a El Topo de Jodorowsky, mais aussi The Rocky Horror Picture Show qui est un film maintenant totalement culte, on le voit encore en 2020, en 2021 et ouais, c'est grâce à ces séances de minuit en fait que des films comme Suspiria aussi ont pu cartonner parce que c'est ce genre de film en fait que t'aimes bien regarder le soir entre potes peut-être ou même seul minuit complètement dans le terreur, à part bien sûr pour le JB, mais c'est normal, c'est le JB8 encore une fois, c'est un style de film quoi. Alors Suspiria fait partie d'une trilogie de films, les Trois Mères ou le Tre Madre, avec deux autres films de Dario Argento, Inferno sorti en 1980 et Mother of Tears sorti en 2007. Trois films qui vont explorer l'histoire des trois mères, qui sont trois sorcières qui veulent contrôler le monde. En gros, c'est ce que j'ai essayé de deviner. Des films très inspirés par les sciences occultes dans l'histoire d'Europe et également de contes classiques comme Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Mais avant de se plonger un peu plus dans le film, Pezzo, qui est Dario Argento, donc le réalisateur de Suspiria. Avant tout, à votre avis, j'ai une petite question. Combien de prix Dario Argento a-t-il reçu ? Zéro. Zéro, ouais. Il a eu aucun prix pour aucun de ses films en fait. Donc pour JB, ça paraît normal. JB, t'as dit combien ? Trop ? Au départ, oui, bah oui. Zéro, c'est déjà trop pour JB. Après, peut-être. Voilà. Cela dit, est-ce que JB n'a pas raison ? Je vois un hater au fond de la salle. Plus un troller, mais oui. Bon alors, donc Dario Argento est né en 1940, le 7 septembre. Donc il a fêté ses 81 ballets l'année dernière. Et c'est le fils de Salvatore Argento et Elda Luxario, qui son père est producteur et sa mère est photographe. Pistonné, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça. Il passe une enfance, adolescence heureuse. Voilà, il baigne dans le monde du cinéma. Enfin, pas de soucis spécialement à ce niveau-là. Souvent, les célébrités, elles ont eu des enfances de merde. Lui, ça va. Il abandonne le lycée pour voyager à travers l'Italie et en France, où il a appris le français. Et il traînait pas mal à Cinémathèque, en fait. Et il a visionné plein de films qui n'étaient pas distribués en Italie. Et c'est là qu'il s'est un petit peu forgé sa culture cinéma. Cinéma, quoi. Il l'avait déjà un petit peu avant parce que son père bossait là-dedans, mais il s'est fait ses propres opinions à ce moment-là. À son retour, il devient critique de cinéma pour différents journaux italiens. Voilà, dans ses critiques, il ose particulièrement foutre la merde en mode cahier du cinéma. Ah, nice. Il exprime souvent des opinions un petit peu à contre-courant des pensées italiennes de l'époque. Et vu qu'il avait un bon talent d'écriture, il s'est dit tiens, pourquoi je ne deviendrais pas scénariste ? Bah tiens. Ouais. Donc en 67, à 27 ans, il débute sa carrière de scénariste. Donc il écrit nombre de scénarios et de films italiens dont j'ai découvert l'existence en écrivant la chronique. Voilà, plus précisément, enfin plus sérieusement, je suis pas assez cinéphile pour me bouffer ce genre de film. Enfin, il y a les trois quarts, ils ont jamais été distribués en France, donc voilà, me stimer la VO italienne avec les sous-titres avec les sous-titres de merde. Mais t'as pas fini, toi ? Mais laisse donc Pezzo parler, bordel. Oui. Donc voilà, je vais tout de même en citer quelques-uns pour les deux intéressés du fond. Donc j'ai retenu, excusez mon accent, Susi lei è favoreleo. Ouais, d'accord. Contrario. C'est bon. D'Alberto Sordi. Allez, tu nous les écriras. Hein. On a qu'à dire qu'on fait ça comme ça. Hein. Ou la Legione dei Danati d'Umberto Lenzi. Voilà.
si ça intéresse à certaines personnes le cinéma italien, ils peuvent se pencher là-dessus. Non, en vrai, sa carrière elle bascule en 1969. En effet, il est appelé par Monsieur Sergio Leone himself pour coécrire le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest. Donc avec un autre scénariste qui est Bernardo Bertolucci. Et voilà. Donc là, à ce moment, on peut dire qu'il impose un peu le respect. Le mec, il a 29 ans, il a écrit le chef-d'œuvre de Leone, quoi. Non, il a participé. Ouais, il a coécrit. Il a coécrit. On sait Bah, pas voilà. quelle proportion. Coécrit, Bref. ça veut rien dire. D'après JB, il a écrit 2 lignes. Ouais, il a écrit le titre. Il a écrit le numéro des pages en bas. Putain, mais putain, là, ça m'énerve cette hate. Là. Ah, il est remonté à bloc, le JB, Ah ouais, là, il est prêt à putain. tout, là. Ce Ah, je suis soir, pas énervé du tout. c'est son show ce soir. Hein. Non, moi ça me fait rire. Ouais, je te préviens qu'il y aura Camping 2, tu vas en prendre plein la gueule, mon gars. Ah, bah, je sais pas, j'ai jamais vu. Tu vois. Ça se trouve, c'est la merde, hein, mais j'ai jamais vu. Donc voilà, enfin, le mec, quand même, cool, 29 ans, il a écrit, il a coécrit. Voilà, je le précise pour JB. Enfin, un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, donc pèse dans le game. Et c'est au cours de cette expérience que le déclic se crée, qu'il décide de devenir réalisateur. Donc il embrasse sa carrière de réal avec L'Oiseau au plumage de cristal. Vu que c'est un petit nouveau dans le métier, personne n'a envie de donner de l'argent pour faire ses films. Là, JB comprendra. Et mais vu que ce qui est pratique, c'est que son père, il est producteur. Donc en fait, il crée une société de production. Il fait produire ses films par son papa. Même aujourd'hui qu'il est connu, je lui donnerais pas d'argent. Ouais. Parce que t'en as pas, JB. Déjà, Surtout ça, j'ai des si mois j'en pas. avais. Donc Dario, il enchaîne les projets en signant dans un premier temps principalement des gialli. Et du coup, faisant de lui une bonne réputation dans la discipline aux côtés de Mario Bava, qui est un petit peu son idole. Je suis sûr que JB n'aimerait pas Mario Bava et son cinéma. D'ailleurs, j'ai une question, Pezzo, c'est quoi les gialli ou les giallo? Bah c'est pareil. En fait, giallo c'est un film et gialli c'est Le style. des films. Ok, non, mais c'est comme un C'est des giallo, polars. des gialli. C'est Oui, le, non, voilà, le c'est ce que je te pluriel. demandais, Pezzo, c'est quoi? C'est pas forcément la dénomination, mais c'est plus. Non, c'est plus qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quoi ces Ah oui, films, les qu'est-ce que giallo? c'est Ah pardon. Bah du coup c'est des sortes de thrillers un peu policiers, un peu érotiques et un peu film d'horreur. Ça mélange un peu ces trois trucs là quoi. Et surtout italien. Et italien, bah oui. Ouais. Donc voilà, et ça s'appelle Giallo parce que c'est inspiré de romans qui étaient sortis dans une collection qui avait des couvertures jaunes. Et Giallo, ça veut dire jaune en italien. Donc voilà, je vais pas vous citer tous les films qu'il a fait dans les Giallo parce qu'il en a fait quand même beaucoup. Je vais juste en citer un seul qui est assez important, c'est Profondo Rosso en fait, qu'il a sorti en 75. Donc c'est un film clé, déjà parce que c'est un chef-d'œuvre, c'est la quintessence du thriller, un des plus grands Giallo. Bref, c'est un film culte, tout autant que son titre français qui est culte lui aussi, Les frissons de l'angoisse. Voilà, donc cherchez la traduction de frissons de l'angoisse dans Profondo Rosso, littéralement rouge profond en italien. Non, mais ça, c'est les traducteurs français, ça, c'est Oui, juste le c'est plaisir ça. de faire des titres accrocheurs. C'est à l'époque Après, c'est vrai où, que. Mais c'est après que c'est que. Après, Profondeur Rouge, tu mets ça en affiche en France, bah ça dit rien. Enfin, c'est plus claquant quand même de faire les frissons d'angoisse, même si ça n'a rien à voir, tu vois. C'est une question ouais, de ça veut marketing. rien dire en plus. Mais mais après ils auraient pu laisser Profondo Rosso. Il y avait plein de films qui étaient encore. Oui. Bon, bref. Ou les On- rivières pourpres, tu vois, ou truc comme ça. Tu remplaces les acteurs, tu mets Jean Reno, quoi. Ouais, ça passe mieux, quoi. Et là, c'est bon, En c'est vrai, un bon film. ce qui est le plus important dans ce film, c'est surtout qu'il marque le début de la collaboration avec le groupe Gobelin, du coup. Donc, il y a un groupe progressif italien, voilà, qui a trouvé le succès, enfin surtout en écrivant les bandes originales des films, notamment ceux de Dario Argento. Parmi les plus célèbres BO qu'ils ont fait, il y a Profondo Rosso, il y a du coup Suspiria, Ténèbres, et ils ont écrit aussi la BO européenne de Zombie de Romero. Ah oui, ouais, effectivement. D'ailleurs, je crois que le zombie en Europe, ça a été remonté par Dario Argento. Ouais. C'est pas la même version entre l'Europe et Il a les écrit États-Unis. le scénar.
Oui, voilà, ouais. Aussi. Donc voilà, bon bref, j'avance parce que c'est un peu long quand même la carrière du bonhomme parce qu'il a quand même 80 ans, donc c'est plus tout jeune. Bref, les Gobelins c'est cool, je vous conseille de jeter une oreille. Ensuite vient Suspiria, dont on va parler ce soir, je vais pas trop m'attarder, mais ça marque un autre tournant dans sa carrière, c'est surtout parce que c'est là qu'il commence à laisser le giallo au profit des films un peu plus d'horreur surnaturel, ce genre de choses. Donc il garde certains trucs du giallo avec la violence, l'extrême violence, la sexualisation des personnages ou le suspense ou les armes blanches. Mais tout ça mêlé à un fond de sorcellerie. Donc voilà, après il enchaîne les films, Inferno, La Troisième Mer, voilà. Il a fait le scénario de Zombie, du coup de Romero, comme on disait tout à l'heure. En 82, il revient à ses premiers amours avec Ténèbres, du coup qui est un giallo pur et dur. Et voilà, le dernier film sorti en date, c'est Dracula, qui était sorti en 2012, enfin sa version de Dracula. Et il prévoit de sortir un film en 2021. Donc après avec Covid, à voir si déjà sera distribué en France ou non et quand. Et voilà, qui s'appellerait a priori Occhiali Neri. Donc voilà, affaire à suivre. On va le voir avec JB au cinéma. Voilà, on ira le voir. Plaisir. On va faire un Tipeee. Pour payer la place à JB. Donc voilà, ça c'était un peu la BO de Dario. Mais en fait, Dario, pour résumer, en gros, ses premières moitiés de sa carrière, il fait du giallo. Il y a le film qui sera un peu charnière, c'est Suspiria, et seconde moitié, il est dans le surnaturel, l'horreur, ce genre de choses. Au final, si on doit résumer vraiment Dario, c'est surtout en fait c'est vraiment un réalisateur de cinéma de genre qui a un style très marqué en fait, qui fait vraiment l'apologie de la violence, de l'angoisse. Ça fait rire les JB, ça fait rire JB. Putain. Quelle angoisse. Et c'est parce que t'as pas vu les frissons de l'angoisse déjà. Donc là pour le coup c'est un peu plus angoissant effectivement que Suspiria, qui n'a pas vocation spécialement à être super angoissant. Voilà, c'est un réalisateur qui est accompli, qui a une photographie un peu marquée, qui a de nombreux, c'est beaucoup de gros plans sur des organes ou des visages qui crient, des lumières un peu inquiétantes, des butrages suspicieux. Voilà, il a beaucoup d'artifices qu'il a pris du cinéma de genre dans les mises en scène, les jumpscares, les ombres sur les murs, ou qu'il met dans les scénarios, comme le message sur la glace dans Profondo Rosso. Voilà. Donc en fait, pour moi, Dario Argento, c'est un de mes réalisateurs préférés, n'en déplaise à JB. Et ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est que t'as l'impression de monter dans un train fantôme en fait quand tu regardes ces films. Tu montes et puis tu kiffes des fois. Et tu descends. Un vieux train fantôme, quoi. Ouais, bien mais fatigué, quoi. Des fois, ça fait le pétard mouillé, mais pas toujours. Et ce qui est cool, c'est que tu as justement le côté un peu fait maison, qui est. Et moi, je préfère avoir une chauve-souris mal articulée dans Suspiria. On y reviendra plus tard. Je l'ai noté, on y reviendra plus tard. Que Vas-y, dis-le. Un effet spécial en mode JPEG dégueulasse à la Star Wars 1, tu vois, voilà, c'est ça. Donc voilà. Après c'est une question de goût, tu vois. Moi je trouve ça, à défaut de faire peur maintenant, ça donne une certaine patine qui est plutôt cool. Donc voilà. Et puis on lui enlèvera pas quand même que il s'est quand même super bien théâtraliser un peu ces scènes de violence et tout ça, et ça c'est quand même vachement de la balle. Donc voilà. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je vous conseille un essai qui s'appelle Dario Argento, le magicien de la peur, de Jean-Baptiste Toré. Et non pas JB Dusson. Erreur sur la des personne. Éditions Cahiers du cinéma. Ou pour la collab Goblin et Dario Argento, il y a une émission qui s'appelle Le Mauvais Genre de France Culture, sur Claudio Simonetti, qui est le leader du groupe, et qui est dans les bonus du Blu-ray de l'édition Wildside, et qui doit certainement se trouver sur le net. Alors, si on revient à Suspiria, qu'est-ce qui vous a marqué en premier en fait dans le film? Je vais me tourner peut-être pas tout de suite vers JB parce que il va directement mettre le tractopelle. Mais par exemple, Yuna, c'était la première fois que tu le voyais ou pas, Suspiria?
Oui, c'était la première fois. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué quand tu l'as vu? Et je dirais même que j'en avais juste entendu parler, mais je savais vraiment rien de ce film avant il y a un mois. Donc je suis vraiment arrivée dépourvue de préjugés. Le seul préjugé que je pouvais avoir, c'est pour moi c'est toujours un peu compliqué de parler de films d'horreur. Je suis le genre de personne à sursauter devant Zombieland, si vous voulez. Donc on s'en souvient. Internet voilà. S'en souvient. Ben heureusement c'est passé dans les méandres pour la postérité. Mais oui, du coup le seul préjugé que je peux avoir, c'est d'avoir peur en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Cela dit, oui, moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'ambiance. La mise en scène, elle est ouf en fait. Si on enlève tous les effets de mise en scène, concrètement, il se passe pas grand chose. Enfin, une scène où il y a deux meufs qui naissent dans une piscine, c'est pas transcendant, mais l'ambiance de la musique, là où elle devrait pas être, alors que c'est pas un moment qui est censé faire peur, la caméra qui suggère qu'il y a quelqu'un qui les observe, etc. Enfin, c'est ça, plus les filtres de couleurs et la musique qui a des moments inopportuns, on va dire, par rapport au code d'un film d'horreur. Voilà, c'est tout ça qui met dans une ambiance qui est angoissante en fait. Oui. Non, mais très clairement, il y a un truc très unique et qui se joue en fait sur un point. Moi, je trouve que ça a beaucoup joué. C'est en fait, faut savoir que le film d'abord a été tourné en studio à Rome, en grande partie avec des décors construits pour l'occasion, et il a été tourné en fait en 35 mm en Technicolor. En fait, c'est le dernier, je crois, en plus, un des derniers films qui a été en Technicolor. Ouais. Parce que l'objectif en gros du chef opérateur a été de booster les couleurs. Je pense que vous l'avez remarqué, les couleurs rouges surtout. Sur certaines scènes. Ah ouais. Et en fait, ils ont essayé de chercher de faire un effet un peu ce soit une mise en scène au niveau des couleurs en fait, surtout en utilisant la Technicolor, de faire un peu un effet Blanche-Neige et les 7 nains en fait, parce que en fait ça a été aussi l'objectif de Dario Argento par rapport à ce film Suspiria, où tout se passe dans une école, où c'est très angoissant tout ça. En fait, il a voulu faire plutôt du fantastique plutôt que du réaliste. Et on le voit notamment sur plusieurs scènes, où on voit que c'est des sorcières, que c'est très fantastique, c'est assez, c'est très tiré par les cheveux en fait, c'est très abusé, mais c'est fait exprès. Et en fait, ils ont essayé de faire notamment avec la couleur, de booster le rouge, le bleu et le vert, qui sont en fait les techniques. C'est le Technicolor qui fait ça. Le Technicolor n'a aucune nuance dans son développement sur une pellicule. Le Technicolor, en fait, il capte très peu de couleurs. Et en fait, c'est vrai que les nuances, il y en a pas. Donc c'est vrai que quand t'as du rouge, du vert, du bleu, il va te les booster comme un gros bâtard. Ça a été fait, et c'est notamment la pellicule de Technicolor qui fait ça aussi. Donc c'est d'où l'effet recherché en fait de tourner en Technicolor. Et je reviens sur le côté en fait plutôt de se centrer sur le fantastique et plutôt être côté Blanche-Neige, parce qu'en fait, faut savoir, le film d'horreur de l'époque qui a marqué cette époque-là, nous on est encore sous le cinéma James Wan, Saw, Conjuring et toutes les conneries comme ça. À l'époque, le cinéma d'horreur et le film majeur du cinéma d'horreur, c'était L'Exorciste de William Friedkin. Et Dario Argento en fait ne voulait pas faire l'Exorciste. En fait, il s'est dit putain, si je fais un film d'horreur quasi réaliste, en fait, je vais me retrouver face à William Friedkin, qui est quand même un putain de réalisateur. Et l'Exorciste est quand même aussi une putain de réussite, mais c'est différemment quoi. Et, différemment. C'est vrai que maintenant aujourd'hui tu peux, il fait encore un peu peur, mais c'est vrai que comme JB, tu peux le sentir un peu ridicule aussi le film quoi. L'Exorciste ça va, tu vois. Mais on voit qu'il a bien réussi à pas faire du tout comme l'Exorciste, du coup. Voilà, mais c'est pas voilà. Non, mais il m'agace. Il me saoule aussi ce petit con. Je dis qu'il a c'est pas parce qu'on est à distance que t'es obligé de dire de la merde, ok? Je dis exactement ce que tu viens de dire à l'instant. Voilà. Bon, écoute, voilà. Bon, il s'est décalé de l'Exorciste. Ça a été un point. C'était son truc, c'est qu'il voulait pas faire de l'horreur réaliste, mais de l'horreur plutôt fantastique. Et en utilisant effectivement la joie du Technicolor d'avoir des couleurs extrêmement boostées, de prendre aussi la musique des Gobelins. On le sent, c'est un peu mélancolique. Enfin, il y a un côté. Je sais pas, un peu musique d'enfant, un peu organique. Un peu. Ouais, ça, il l'avait fait aussi sur Profondo Rosso. Il y a la petite comptine, je sais pas si tu te souviens, enfin pour ceux qui l'ont vu, il y a la scène d'intro où t'as les petites comptines avec les enfants qui sont en train de chanter,
et que t'as le gros meurtre qui est en train de se faire en arrière-plan. Enfin, c'est l'ouverture de. Enfin, moi, l'ouverture de Profondo Rosso, elle me fait vraiment penser au style de Suspiria. Justement pour ça, c'est le décalage entre. Des fois, tu vas avoir de la musique hyper stressante avec quelque chose qui se passe, qui est enfantin un peu sur l'image, et inversement, des fois, tu vas avoir de la musique un peu enfantine sur quelque chose qui est, enfin, extrêmement gore. Ouais, horrible quoi. comme la première scène de meurtre. Qu'on voit là justement l'élève qui s'enfuit de l'école et qui est réfugié chez une copine, dans l'hôtel là, ouais, à moitié. Et en fait elle se fait rattraper par le meurtrier en fait qui régit, enfin c'est le meurtrier, c'est une sorcière, enfin bref, qui régit de l'école, et le massacre façon vraiment bien vénère quoi. C'est elle le prend la tête et lui fait traverser la fenêtre, et la poignarde à plusieurs coups de reprise. On a des plans, on voit le cœur en train de se faire poignarder directement, et puis après elle se fait balancer, elle finit pendue. Mais tout ça effectivement sous une musique que t'as pas l'habitude d'entendre en fait, je pense à l'époque en fait. Je pense qu'à l'époque c'était plutôt côté l'horreur, c'était soit l'Exorciste ou encore c'était encore la vieille école de type Hitchcock, donc c'était différent. En vrai, même maintenant, le thème de l'Exorciste, Tubular Bells, c'est pas un thème qui fait fondamentalement peur, hein. Tu l'écoutes, Tubular Bells, je suis désolé, mais c'est pas une musique angoissante, Tubular Bells, tu vois. Je trouve pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, quoi. Elle est angoissante, Tubular Bells, mon gars. Hein. C'est angoissant parce que du coup, vous l'avez associé à l'Exorciste. Peut-être. T'écoutes Tubular Bells, c'est même une musique du tout angoissante. C'est que je veux dire, c'est pas du tout fait pour faire peur comme musique, quoi. Ouais, c'est vrai que tu peux l'utiliser comme réveil, c'est clair. Non, mais complet. Oui, tu peux l'utiliser comme réveil. Si t'as pas vu l'Exorciste, oui, tu peux l'utiliser comme réveil, oui. Non, mais maintenant. Ce soir, c'est JB seul contre tous, quoi. Par contre, on parlait d'enfants à l'instant. Alors après, le scénario, initialement, il était prévu dans une école de petites filles. Hein. Oui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y avait ce côté-là en fait, parce que ça explique aussi certaines scènes qui, enfin, quand tu le vois après coup, ça peut paraître hyper enfantin quand il y a les deux. Je sais plus comment elle s'appelle, avec l'autre Olga qui débarque en disant Suzy comme serpent, elle se tire la langue comme deux petites filles. Ah putain oui, mais moi je trouvais ça chelou. Faut dire que celle-là, ça devait être vraiment deux petites filles avec 10 ans de moins que les actrices. Mais du coup, je trouvais ça encore plus chelou de voir des adultes avoir ce genre de comportement, genre c'était. Alors, en fait, la petite anecdote, il me semble que ils ont pas eu le droit ou la possibilité de faire avec des enfants, et du coup ils ont dû changer tous les décors. Et ils ont fait du coup c'est pour ça que les portes surdimensionnées, etc. C'est parce qu'ils voulaient vraiment donner cette impression-là. Au début, ils voulaient tourner avec des enfants. Et vu qu'il a pas pu tourner avec des enfants, il a changé les décors pour avoir l'impression que la personne est tout petite par rapport, par exemple, les poignées de porte arrivent au niveau des yeux des personnes, en fait, pour faire comme si c'était des enfants, sauf que ça n'en est pas, quoi. Et ça accentue un peu le malaise du bordel, quoi. Et puis c'est vrai que au niveau des décors, c'est vrai qu'on le sent qu'il y a il y a une emphase avec les décors, comment on le voit sur plusieurs scènes quand ils se baladent dans l'école, il y a les décors en fait ont été faits pour que très gigantesque, mais encore une fois, effectivement, ça a été changé au dernier moment, mais on voit encore cette stigmate-là, c'est que même tout le décor renferme complètement les acteurs. Tu le vois au niveau des figures, comment c'est fait, comment c'est designé. Chaque plan, en fait, t'as l'impression que t'es enfermé avec le personnage, quoi. Et je pense que effectivement, avec des enfants, ça aurait rendu encore plus probant le truc. Mais là, déjà, c'était super bien calé par rapport à ça. Daniel, you may begin. 1, 2, 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4. I'm sorry, and Miss Tanner. I feel a little weak. Can I just rest for a second? Weak? Come on, it's an easy step. This is the first time we've worked together. I want to see what you can do, how far along you are. Now, come along and join the others. Come on, let's go. Daniel. Et le scénario d'ailleurs, il est génial. Non, mais alors, attendez. Non, mais attendez. C'est du génie. Harry Potter 2 ne l'a pas fait non plus. Ils ont le même scénario. Harry Potter, la Chambre des Secrets et Suspiria, c'est pareil. Non, mais ce que j'allais te dire, enfin, je voulais pas dire dans le sens c'est un scénario de ouf, mais en fait, il accentue. Ce que je voulais dire, c'est qu'il accentue vraiment ce truc d'enfermer, parce que dès le départ, la meuf se fait enfermer un peu contre son gré
dans la salle de bain, tu veux dans la scène où elle est dans la salle de bain? Non, par l'école, en fait, comme si l'école était un peu vivante, parce que du coup, elle voulait pas dormir à l'école, et elle reçoit soit un mauvais sort, soit on sait pas quoi. Il y a quelque chose qui se passe, et en fait, du coup, après, elle est coincée et prisonnière dans cette école, et elle sortira pas avant la fin du film, en fait. Ouais, pour expliquer, c'est vrai que pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est comme qu'au en début, prison un peu, quoi. Au début, elle n'est pas logée dans l'école, et c'est en fait en croisant la cuisinière roumaine et le gamin là qui ressemble à un petit Hitler, elle tombe malade, et c'est vrai que c'est comme ça que l'école commence à prendre l'emprise sur Suzy pour l'enfermer au sein du corps en fait de cette école là qui est toute l'école en fait, et en fait ou du moins comment je l'ai vu, c'est le corps de la sorcière, de la grande méchante du film, quoi. C'est son corps à elle, l'école, parce que sur le plan final, quand il y a tout qui brûle avec les fenêtres, on voit le plan final avec la fenêtre où il y a le feu, t'entends que des cris. T'entends les cris et tout. Voilà. Donc tu sous-entends qu'effectivement l'école en fait c'était sa force vitale, quoi, qui est en train de cramer. Mais ouais, il y a ce côté-là de renfermement en fait, en plus elle arrive dans le début. Moi j'adore le début quand elle commence à arriver à l'école. Elle est vraiment dans un truc où elle arrive en Allemagne. C'est en Allemagne, je crois que ça se passe le film entre guillemets. Je sais plus. Ouais, à Freiburg. En Allemagne. Ah. Ouais, et en fait, elle arrive, il flotte, c'est sombre, tout le monde est des connards, le taxi, c'est un taxi parisien, bref, c'est vraiment l'enfer sur Terre, quoi. Et tu vois, c'est le seul moment où t'as de la liberté, contrairement à ce qui se passe à l'intérieur de l'école où tout est renfermé, c'est le seul moment où t'as de la liberté, en fait, dans le film, et tu la perds très rapidement. Mais c'est vrai que ce côté angoissant, il est super. Et je voulais revenir sur le scénario. Alors, le scénario, il est pas génial. Pour moi, il est pas mauvais. Parce que en fait le scénario c'est pas juste une histoire, c'est aussi des dialogues, c'est des situations, ce genre de choses. Et en soi, oui, l'histoire en elle-même c'est une histoire pas dingo, mais il y a plein de choses en fait qui complètent ce qui se passe à l'écran, les images, ce genre de choses. Et en fait le scénario pour moi il sert plus à la mise en scène qu'autre chose, tu vois. Et il y aurait pas ce scénario, il aurait pas pu se permettre ce genre de mise en scène. Et du coup je pense que le scénario c'est un bon scénario pour ce film-là. Parce que il avait envie de faire un truc un peu psychédélique, un peu genre méandre des rêves, cauchemardesque et tout ça. La scène il de Pays des merveilles version ouais, cauchemar. voilà, c'est ça. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, le scénario là où il est il est pas intéressant dans son histoire parce qu'en soi, c'est juste un château hanté en gros. Mais c'est plus dans ce qu'il apporte et ce qui permet en fait au film de faire en fait. Je trouve qu'il est bon, quoi. Le scénario, juste pour reprendre grosso modo, en fait, c'est en gros une étrangère qui arrive dans une école. Elle se rend compte que il y a quand même des trucs louches dans cette école, et c'est une sorte de mystère à résoudre. En fait, tout le film, c'est ça, c'est un mystère à résoudre et de comprendre un peu comment ça se passe dans cette école. Et justement, je reviens, ça m'a fait extrêmement rire parce que j'ai revu il y a pas si longtemps Harry Potter 2, la Chambre des Secrets, et c'est pareil. Enfin, je pense que J.K. Rowling, je sais pas si je pense que c'est un peu inspiré, mais je pense que c'est des histoires qui se répètent, hein, ce genre d'histoire-là. Mais en fait, c'est à l'intérieur de cette école, il y a un truc pourri, il y a un truc dégueulasse. Donc là, par exemple, dans Harry Potter 2, c'est le serpent de Serpentard là qui va te bousiller des élèves qui sont impurs entre guillemets. Et là, dans Suspiria, c'est un peu la même probance. C'est des sorcières qui choisissent un petit peu celles qui vont buter ou pas. Celles qui sont impures, et pour récupérer un peu leur force vitale entre guillemets. Et moi j'ai trouvé ça assez cool. Enfin c'est pas un scénario original, c'est pas un scénario c'est pas un scénario de ouf. C'est pas des scénarios originaux et pourtant on kiffe, tu vois. Non, mais là c'est vrai que le scénario sert, l'ambiance sert beaucoup au scénario. C'est-à-dire l'ambiance, comment c'est, les musiques, les décors, la lumière et tout sert vraiment au propos. Je trouve que ça se tient super bien. Effectivement, j'allais pas te défoncer, justement, je te soutiens sur le truc. C'est juste qu'il fallait remettre un petit peu en contexte qu'est-ce qui se passe dans ce scénario. Et à la fin, effectivement, Suzy va réussir à résoudre le mystère en tuant la méchante sorcière dans un climax qui est vraiment cool, hein. C'est une scène où elle défonce une espèce d'ombre en fait un peu portée, un peu quoi. L'âme de la sorcière, quoi. Voilà. Et derrière il y a une
sa collègue, comment on appelle ça Sa collègue de chambre qui est ouais, dans les barbelés, ouais. dans les barbelés là un peu avant. Qui est tué dans les barbelés, qui est possédé et qui arrive en mode ultra vénère, qui est très effrayant. Je trouve que la mise en scène là-dessus elle est excellente. Il y a d'ailleurs le petit jump scare qui fait quand ça ouvre la porte, tu t'attends pas à ce que ce soit elle parce que tu l'as vu clouée en mode crucifié et puis quand tu la vois tu dis oh putain. Voilà, t'as ce côté-là et je trouve ça effrayant. Moi j'ai trouvé ça effrayant et puis c'est un des plans notables et une des photos les plus reprises du film, c'est où t'as Suzy qui se retourne et qui tend son couteau justement. Ouais. Voilà, c'est le plan, mais c'est la meilleure photo du film et c'est un plan magnifique quoi. Mais des plans qui font flipper aussi. Je te coupe, c'est désolé. C'est quand justement sa collègue de chambre elle se fait un peu pourchasser, qu'elle monte dans la cave et du coup dans le grenier et elle s'enferme dans une pièce. Et en fait au début, la première fois que j'avais vu cette scène-là, je la trouvais un peu ridicule parce que en gros, elle se fait pourchasser et la personne qui la pourchasse a du mal un peu à décrocher. Elle a du mal à ouvrir la porte. À ouvrir la porte, ouais. Et en fait, je me disais, c'est complètement débile. Et en fait, là encore, je trouve que c'est plus pour servir. Le scénario, il sert plus à la mise en scène qu'autre chose. C'est que, en fait, le but de cette scène, c'est pas de faire peur. En fait, c'est un peu de donner du suspense, du stress, à dire qu'est-ce qui va se passer en fait après. Et il étire ça sur des longueurs. Il coupe la musique, même tant que t'as plus de musique, ça fait un peu bizarre, mais du coup cette scène-là, après l'avoir revue en fait, elle m'a vraiment genre un peu fait palpiter quoi. Squawk, squawk. Mata Hari is going to file her report. My name is Olga, and you're my tenant. Oh, hi, nice to meet you. They tell me you have to give me $50 a week. Yeah. In advance. Well, don't worry if you think I'm not... Don't get hot under the collar. That's how people are here. Can anybody lend me a pair of shoes? Yes, me. Oh, thank you. If you want to buy them, I can make you a nice price. 50 marks. Oh, no thanks. I already have some in my suitcase. I just need a pair for today. But if you'd rather not... Je vais me tourner vers Vivien. Vivien, est-ce que c'était la première fois que tu le voyais, Suspiria ? Est-ce que tu as des trucs à ajouter ? Est-ce que tu as des choses qui te t'ont un peu peut-être chamboulé ou qu'est-ce qui t'a fait que peut-être que tu as envie d'en parler aussi Alors du coup, et non en fait, étonnamment c'était pas la première fois que je le voyais en fait, je pensais de l'avoir jamais vu mais j'avais déjà vu des passages à la télé, j'avais dû voir la demi-heure de fin, peut-être 10 minutes à un moment donné une fois, enfin j'étais déjà passé devant à la télé et à chaque fois je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens avoir demandé à chaque fois qu'est-ce qui se passait à mes parents et qu'eux ils avaient l'air d'avoir rien à foutre. Donc, un vrai plaisir. Surtout que si tu regardais les 30 dernières minutes, c'est là où il y a le plus de bordel. Même la fin, on dirait le futuroscope. Là, il y a des lumières dans tous les sens et ça craque dans tous les trucs. C'est le bordel, quoi. Je comprenais. Je me souvenais. En fait, le truc qui m'a vraiment. J'étais sûr de l'avoir vu, c'est le passage des barbelés là. Je me souviens avoir vu ça et je fais ok. Et non, mais en vrai, c'est. Je sais pas comment dire. C'est ce que je disais avant le début de l'enregistrement, mais je suis persuadé que ce film actuellement il est considéré comme un nanar. Pas forcément par tout le monde, hein, j'entends, mais quand tu le sors au cinéma actuellement, il se casse la gueule, quoi. Bah, ça dépend. Enfin, il y a le remake qui est sorti là, il y a 2 ans. Bon, ils ont enlevé le côté un peu cheap, façon de parler, mais super cheap, ouais. Ils ont modernisé le truc. Ça a eu du succès quand même, Suspiria 2018. Hein, mais voilà. Faut remettre dans le contexte, c'est un film des années 70. Il n'y avait pas les mêmes attentes non plus, je pense. Et puis les mêmes technologies, équipements, ce genre de choses en fait. Donc, ouais, mais je sais bien, mais. Je sais pas, même c'était quand même fauché, hein. C'était quand même fauché pour l'époque. Hein. Parce que tu faisais mieux que ça, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que moi je prends la direction, enfin moi l'actrice elle m'insupportait, c'était incroyable. Hein. J'avais l'impression de voir une gamine en roue libre. Hein. C'est impressionnant. Quand elle te fait 15 retours sur elle-même pour dire ah j'ai mal, frère, tranquille quoi, détends-toi. Non mais ouais, à part ça, franchement je dirais pas que c'est un mauvais moment. Il y a des scènes ultra. Enfin moi j'ai trouvé l'entièreté du film ultra stressant, oppressant, de par la musique qui est trop bizarre je trouve, qui est vraiment faite pour
tu te sens pas bien, quoi. Et même tout le rien que l'accueil qui lui est réservé dès le début, en fait. Dès le début, ça te met directement dans la peau. Avec les intendantes et tout, les profs, la même avant ça, directrice, le chauffeur de taxi. Le Ah oui, chauffeur de c'est taxi. ce que je disais. même. Ouais. Vas. Ouais, même le tout début, l'écran titre avec les cordes là, les violons complètement désaccordés. Non, mais voilà, ouais, Première image, quoi. Et La musique qui se lance en fait les moments où les portes s'ouvrent. Dans l'aéroport. Encore avant ça, encore avant ça, au tout début, c'est juste marqué Suspiria sur un écran noir et t'as genre des violons qui font n'importe quoi, qui partent dans tous les sens. C'est super strident. Déjà, je trouve ça possible intéressant. aussi. Ouais. Je t'avoue que ça va plus marquer que ça, perso. Ils ont hésité de mettre du Patrick Sébastien au début, puis ils se sont dit c'était quand même un peu abusé, quoi. L'effet était pas moins désagréable, cela dit. Hein. Non, ouais, voilà, du coup, et puis même, enfin, je sais plus si on en a parlé, mais la photographie. Au niveau de la couleur, tu veux dire, au niveau des saturations même des plans, des fois, il y a des plans, ils sont ultra vénères. Je sais pas comment dire, mais quand tu dis vénère, c'est quoi? C'est les meurtres? Non, pas forcément les meurtres. Je veux dire des moments où tu vois juste les pièces, tout est bizarre en fait dans la même un niveau des décors, quoi. Mmh. Je trouve le tout qui est ultra malaisant. Du coup, ça pour le coup, je trouve que c'est bien fait. Ça contraste encore plus du coup avec le reste du film qui des fois est vraiment cheap. Et je suis sûr que même pour les années 70, c'est vraiment cheap. Ah, ça l'est. Mais c'est les productions italiennes de l'époque. Hein. Il y avait jamais trop de thunes dedans. Hein. Ah, c'est possible, après je sais pas, hein, mais c'est pour ça aussi que je dis, tu vois, tu ressors un truc avec je veux dire... C'est quand même 20 fois moins que Camping, hein, les gars. Ah oui, on le note, encore une fois. Oui, mais dans les années 70, c'est pas pareil. Non, mais en France, ça avait quand même un peu plus de budget sur les films, et c'est en Italie, c'est vrai que c'était un peu la razzia, quoi. Enfin, ils faisaient plus avec beaucoup moins, quoi. Mais c'est juste que c'est un type de production, quoi. C'est vraiment l'école italienne, quoi. C'est t'as 2 €, tu fais un film, quoi. Mais tu te démerdes, quoi. mais c'est vrai que l'aspect, il y a. Mais regarde les Western Spaghetti, par exemple. Ouais, voilà, moi je prends. Ouais. Ils s'en sortent. C'est quand même propre, quoi. Ils s'en sortent, mais ils avaient un peu plus de budget. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il y a des tares qu'on peut pas enlever, mais c'est des tics de production en fait de l'époque. Par exemple, un truc con, hein. Donc celle que vous pouvez pas blairer, Suzy Bannon, qui est jouée par Jessica Harper. En fait, c'est une américaine, elle, hein, et tout le reste du casting est italien. Elle a été repérée d'ailleurs dans le film Phantom of the Paradise de Brian De Palma, et c'est grâce à ce film justement que Dario Argento a fait je te veux dans mon équipe. Et du coup, en fait, sur le plateau de tournage, pour savoir, c'est que toutes les actrices, parlaient leur langue naturelle, c'est-à-dire parlaient anglais, allemand ou italien. Donc ils disaient leur réplique comme ça. Derrière, c'était doublé. C'est-à-dire qu'il y a un doublage italien qui reprend toutes les actrices. Donc, c'était, même si une actrice parlait italien sur le plateau de tournage, elle a été redoublée. D'accord. En anglais, pareil, ils ont tout redoublé. Et c'est vrai que c'est une des critiques à l'international, c'est le doublage est merdique. Mais même là, moi, je l'ai regardé en anglais, mais ça se fend de la gueule des fois. C'est vraiment n'importe quoi. Je l'ai trouvé en français, moi, seulement. Ah bah tu moi, vois, je l'ai vu en italien, j'avais des gros problèmes de synchro par moment. Bah ouais. C'est des stigmates de production de l'époque. C'est vraiment attends, on n'a pas le temps, et puis c'est une question de temps, hein, parce que c'est vrai que par exemple pour une américaine d'apprendre son texte en italien alors qu'elle connaît pas un seul putain de mot d'italien, c'est compliqué si tu veux en termes de timing de réussir à faire jouer une américaine en italien, quoi. C'est compliqué. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment une question de temps, d'argent, quoi. C'est vraiment, allez les gars, on s'en fout, tu me parles breton, on s'en branle, on fera ça en post-prod, on va te redoubler, t'inquiète. Et tu vois, des fois, ça fait des moments où j'adore ce qui se passe dans cette école. Incroyable, depuis que j'ai commencé la danse, je me sens beaucoup mieux. Tu vois, il y a des moments complètement off, en fait, sur le son. Et et ça a été quand même largement critiqué. Mais il n'y a pas que ça encore qui s'en fauchait. On en avait parlé vite fait de la chauve-souris, mais cette scène où Suzy, elle est dans sa putain de salle de bain, elle est là, putain, mais il y a du sang qui tombe de mon lavabo. Et là, derrière, t'as la fenêtre qui est pétée et t'as une chauve-souris qui débarque par la fenêtre et qui fout un bordel pas possible. C'est une chauve-souris qui est faite en caoutchouc, quoi, avec, je sais pas, un contrôleur, quoi. Ouais, c'est un truc que t'achètes à 3 balles dans un. C'est ce qu'il y a dans les maisons hantées. Voilà, de Disney. Ouais, voilà. Ces moments comme ça, même les barbelés, la scène où on parlait justement de la meuf qui mord dans des barbelés, les barbelés c'est juste du fil en fait, hein. Ils ont même pas de... Oui, c'est du fil de fer en fait, c'est pas des barbelés. C'est juste que l'actrice elle est surenjoue, ah putain je suis dans une scène, mais en fait non, c'est juste des fils de fer. Il y a plein de trucs qui ont vraiment mal vécu avec le temps. JB en off, tu me disais toi, c'était le sang
qui te faisait triper, quoi. C'est le côté. Il y a pas que ça. Hein. Il y a pas que ça. Il y a quoi d'autre qui t'a choqué, toi, sur ce film? Bah, ça m'a pas choqué, si tu veux, mais déjà, moi, à aucun moment, j'ai eu peur, ou j'ai stressé, ou j'ai senti ça oppressant. À aucun moment du film, je me suis senti oppressé, ou quoi que ce soit. Ok, même avec les meurtres bien dégueulasses, même les trucs. Non, quand j'ai vu les meurtres, mais j'ai pouffé de rire à 2-3 reprises. Oh, le mec, il s'est bouffé par son chien. Lol. Non, mais franchement, oui, j'avais l'impression de regarder un nanar d'aujourd'hui, tu vois, une série B, quoi. Mais non, à aucun moment ça m'a fait peur ou autre, en fait. Enfin, au début, j'ai rigolé, puis plus ça allait, plus j'étais dépité, et puis puis alors surtout la musique, putain. Ah, la musique, mais quelle purge. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, ça m'a, mais à chaque fois qu'il y avait de la musique, mais ça m'a alors oui, si, je me suis senti agressé. Alors, agressé, waouh. Ah ouais, de manière auditive. Ok. Ok. mais c'est tout. Après, au niveau des images, non, ça va. Au niveau de l'histoire, pareil. Enfin, après, je suis pas un adepte des films d'horreur déjà de base. J'aime bien. Il y en a certains que j'aime bien. Mais là, franchement, j'ai rien ressenti, quoi, du film. Alors oui, les décors, c'est original. Parce que ça fait un peu fantastique, ça fait un peu maison hantée, tu vois, un peu à la Burton entre guillemets, tu vois, enfin tu vois, un peu fantastique, quoi. Ouais, je vois à peu près le côté gigantesque et décalé, le côté exagéré des décors, tu vois, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des proportions, au niveau des formes aussi. Par contre, je trouve que ça fait énormément décor de théâtre. Enfin, ça, tu vois que c'est du carton. Enfin, je veux dire Ok, tu lis ça plutôt dans le côté positif, voilà, côté négatif. Ça fait cheap, quoi. Okay. Mais bon, après, voilà, ça peut faire cheap, mais ça peut être intéressant. Mais là, non, ouais, franchement, c'est, j'ai pas accroché, puis ça m'a pas donné plus d'émotion que ça, ce film. Et pourtant, il y a des films d'horreur qui me terrifie, mais là c'est vraiment le câble plat, quoi. En fait, je crois que c'est dès le début, le premier meurtre, en fait, j'ai tellement pouffé de rire que après j'étais plus dans l'ambiance film d'horreur, en fait, j'étais dans l'ambiance nanar, chiant. Ok. Et puis voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que le premier crime, il est quand même. Enfin, faut s'accrocher. Non, mais c'est vrai que c'est un peu abusé. La meuf, on voit quand le mec lui prend la tête, et la mec contre la fenêtre, elle fait une grimace de l'enfer, quoi. Oui. C'est vrai que si t'es pas prêt, si t'es pas conditionné, tu te dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis elle subit tout, tu vois, coup de couteau, machin, puis elle finit pendue, tu sais. Enfin, il manquait plus que la brûler à la fin. Puis voilà. En vrai, sur cette scène, il y a une espèce d'ellipse un peu chelou entre le moment où elle se fait agresser et le moment où sa copine, enfin la meuf qui l'héberge, se rend compte, non, tu veux dire, toquer à la porte, oui. Alors que la maison, elle est super grande et ça fait un effet un peu bizarre. Mais il y a un énorme problème de montage aussi dans le film. Enfin, c'est le montage, il est fait très vite, quoi. Et il y a le problème de montage son aussi. Je sais pas si vous avez remarqué quelquefois, mais le son, la musique a tendance à se finir avant la scène. Oui. Comme une espèce de fondu, en fait. Et après, hop, scène suivante. C'est fait exprès, ça. Je pense oui, que c'est voilà, fait exprès, ce genre de choses. Bah, c'est quand même un effet bien pétave, on est d'accord. Oui, c'est nul, mais. Ouais, mais je pense que c'est fait exprès, ce genre de choses. Je pense que c'est fait exprès parce qu'il y a plein de moments où il coupe la musique ou alors il la baisse, il la remet plus forte. Et du coup, c'est drôle parce que du coup, t'entends la musique se baisser, mais la scène continue, t'as l'impression que tu vas entendre couper. Oui. Voilà, il y a ce côté-là aussi, c'est vrai que bon, enfin, c'est. Mais bon, alors. Pourquoi ça a été fait comme ça aussi? Il y a un choix particulier, il y a un choix esthétique parce que c'est quand même un peu naze, hein. Enfin, tu sors un peu du film, hein, quand t'as ce côté-là où le son il finit doucement et la scène elle a pas encore fini, quoi. Enfin, c'est un peu débile, moi je trouve, comme mise en place ou mise en scène, c'est un peu chelou, quoi. Ça me sort un peu du film, moi, perso. Mais bon. On va passer au Saviez-tu et c'est Vivien qui va nous régaler avec un question-réponse sur les sorcières dans la pop culture. Mais avant tout, petit jingle. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Alors, mon petit Vivien, qu'est-ce que tu nous prépares comme petit jeu là sur les sorcières dans la pop culture?
Alors du coup, au final, c'est plus un question pour une sorcière qu'autre chose. On s'est retrouvé avec ça, donc je vais essayer de vous faire deviner 7 sorcières de la pop culture. Hein, Ok. que je connais. Faut pas aller. Voilà, donc c'est un truc entre les années 2000 et les années 2020, c'est ça? Hermione Granger. D'abord. Et en plus, c'est pas vrai. Enfin, si, peut-être, je sais pas. On verra bien. Numéro 1. Alors, du coup, je vais essayer de le faire comme dans le vrai question pour un champion. Je vais parler vite et dire je suis. Donc voilà. Dès que vous avez, vous me balancez une réponse. Alors, je suis un personnage de comics adapté de nombreuses fois en série, animé ou non, très célèbre dans les années 90. Je pratique la magie après avoir découvert à mes 16 ans que j'étais une sorcière. Je vis avec mes 2 tantes et mon chat noir, du nom de Salem. Je suis... Sabrina? Oui. Puntos, c'est pour Yuna. 1 point pour Yuna. Et vous pouvez répondre aussi les autres, vous savez. Alors, numéro 2. Je suis un personnage de dessin animé. Je décide de quitter le domicile familial afin de vivre ma propre vie de sorcière. Je prends avec moi mon balai et mon chat noir adoré. Je débarque à Londres et me décide à concurrencer Amazon. Kiki. Oui. En livrant putain, des petites tartes à des grands-mères perdues dans la forêt. Je suis Kiki, la petite sorcière. Comme quoi, c'est pas que 2000, bande de fumier. Et je vous emmerde. Bah, c'est hyper vieux ça, Kiki, la petite sorcière. Eh ben, je suis bien d'accord avec vous. Ok. Bon, bah, du coup, 1 point pour JB. Numéro 3. Je suis insupportable. Non, je déconne. Alors, je suis une jeune fille, heureuse de découvrir mes capacités magiques à 10 ans alors que mes 2 parents sont incapables de la pratiquer. Hermione Granger. Oui. J'intègre une célèbre école de magie anglaise dans laquelle je me lie d'amitié avec un binoclard obnubilé par un homme à face de serpent et un mais Pezzo l'avait. et un roux bien trop simplet pour son propre bien. Je suis Hermione Granger d'Harry Potter. 1 point pour Pezzo. 4e, un peu plus dur, je pense. Quoique, peut-être pas, en fait. Alors. Je vis dans un manoir avec mes 2 sœurs après avoir découvert l'existence de la magie Buffy. et surtout... Charles. Ah, putain. Ouais, il faut me dire laquelle des sorcières c'est. Oh putain. Les casse-couilles. Alors, du coup, ce sera plus clair plus tard. Et surtout notre capacité à la pratiquer. Nous devons protéger le monde des démons et autres saloperies voulant notre mal. Je meurs au bout de 3 saisons pour laisser place à un plot twist pas terrible du nom de en fait, il y a une... Oui, exactement, Prou. En fait, il y avait une 4e sœur dans un couvent, donc t'inquiète, tranquille, on peut continuer la série, causant ainsi ma disparition au profit d'une actrice bien plus jeune. Je suis Prou. Effectivement, l'aînée des sœurs qui meurt, brisant ainsi le pouvoir des 3, mais au final, t'inquiète, il y a une 4e sœur, donc tranquille, frérot, ça marche. Au pire, il y en aurait une 5e. Du coup, 2e point pour Yuna. Donc là, il y a que lui qui a pas de point pour l'instant, c'est ça? Ah, mais je présente, moi, c'est différent, c'est un bon, moi je joue pas, moi, en fait. Voilà, ouais, je suis vraiment trop occupé, quoi. Ça marche. Ok, alors du coup, 5e personnage. Je suis l'antagoniste d'un film qui aura plusieurs suites. J'aurai certainement beaucoup de succès auprès d'un groupe d'extrême droite au cycle composé de 3 lettres identiques. Hein? Voldemort. Non. Mais je m'égare un peu. Mon but principal est de buter 4 enfants et un gros chat afin de prendre le contrôle d'un monde magique se trouvant dans une vieille armoire. Je suis... Ah putain, c'est le... Narnia? La meuf dans Narnia, ouais. Du coup... Elle s'appelle comment? Bah je sais pas, moi, j'ai dit la meuf dans Narnia. Sandrine? Michel? Hermione? Non. Non, ça, en plus, c'est tout court, hein, c'est juste la couleur du personnage. Red? La sorce. Non. Blue? Non. Green? Bon, allez, c'est la sorcière blanche. White. Ah oui, évident. Walter White. Qui c'est qui a dit Narnia en premier? Je sais plus. J'avais dit Narnia, Oui, c'était Yuna, je crois. Ouais, Punto, c'est Yuna. Allez, on va donner le 3e point à Yuna, ça devient compliqué pour les autres. Hein. Vous pouvez encore aller chercher l'égalité avec la 6e. Alors, je suis aussi menteuse que psychopathe. On m'attribue de grandes réussites comme mettre au monde un monstre assassin ou encore brûler vive une petite fille pour faire ressusciter un beau brun. Je ne supporte plus ma vieillesse mais possède par chance le meilleur anti-ride, tout univers confondu. Je suis une c'est la fanatique. sorcière de Blanche-Neige. Mélisandre, effectivement, de Game of Thrones. Désolé, Yuna, Luc a trouvé le nom, donc c'est à Luc que va le point. Ah, voilà. Et du coup, Luc sauve l'honneur incroyable et sécure ainsi aussi la victoire de Yuna. Yes, c'est ça qu'on aime. Bravo Yuna. On gagne quoi? Mon éternelle reconnaissance.
Ok. Est-ce que je fais la 7ème quand même pour le fun? Allez, vas-y. Pour essayer de partager les derniers. Allez. Du coup, la dernière, je suis aussi puissante que bornée, je ne porte que du noir, du blanc et de l'argenté parce que je le vaux bien. Avec mes amis sorciers et sorcières, nous avons essayé de dominer le monde dans l'ombre, mais ça n'a pas super bien marché. Au final, je préfère protéger ma fille adoptive, héritière d'un empire nazi du Moyen-Âge, avec mon amour, un chasseur de monstres aux cheveux blancs dont le vocabulaire se compose de 2 mots uniquement. Et Yennefer. Je suis... Oui, Yennefer de Wengerberg, effectivement, de The Witcher. Ah ouais, je connais pas. Ouais, moi non plus. C'est bien dommage pour vous. Non, bah voilà, mais bon, écoutez, je suis le meilleur des derniers, donc voilà, je tenais à vous le dire. Effectivement, malgré tout Luc qui vole les 2 points à la fin. Et donc, ça s'appelle la remontée bretonne. Ah, la fameuse. C'est celle qui ne permet pas de finir premier, mais quand même pas trop dernier, quoi, c'est ça? Voilà, exactement, ouais, c'est un peu pour sauver son cul, quoi. La complète. Bon, en tout cas, bravo Yuna, j'ai envie de dire, je suis pas mauvais joueur, j'ai envie de dire bravo Yuna. Ouais, très belle victoire de la part de Yuna. Clap, motherfucker. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Pour rappel du classement chez RVLT, donc les 5 premiers sont Pulp Fiction, Alien, C'est arrivé près de chez vous, 2001 l'Odyssée de l'espace et Fight Club, qui sont respectivement sur une échelle entre 9 et 8,1. Et de l'autre côté, les 5 derniers, donc dans l'ordre, les 5 derniers sont Star Wars épisode 1, la 35e place, 36e place, Le Bonheur est dans le pré, 37e Daylight, 38e Hulk, 39e Star Wars épisode 3 et le dernier, le bon dernier, le 40e La Passion du Christ qui clôture le classement avec une note de 1,7 sur 10. Alors, on va essayer de mitiger un peu les notes, hein. On va mettre le rageux un petit peu au milieu, mais Vivien, tu mettrais combien à Suspiria? Putain, c'est dur. Mais c'est toujours dur avec toi, hein. Au bout d'un moment, faut que tu prennes une note, hein. Ouais, c'est vrai. Avant de commencer l'enregistrement. Non, mais après, à chaque fois, on va me dire oui, mais t'as mis 6 à Matrix, t'as mis 6 bah, d'où l'intérêt de réfléchir avant, tu vois. Bah, c'est pas comme si moi on me disait ouais, t'as mis 7 à Camping. Bah, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la vanne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la vanne. Ouais, ça fait genre un mois. On en parlait à peu tout à l'heure, tu sais. Au moins un mois. Ça fait genre 20 minutes. On a parlé du budget de Camping, on n'a pas parlé de la note que JB a foutu sur Camping. Ouais, on en parle genre qu'une fois par émission, donc ça va. On a fait le budget de Camping 1 JB. Bon alors Vivien. Du coup, je pense que je vais mettre 6,5. Oh, belle. 6,5. Alors 6,5, pourquoi tu mets pas 10? Et je croise les bras en disant ça. Hein. Pourquoi je ne mets pas 10? Parce que c'est honteux. Non, mais en vrai, c'est juste j'ai trouvé l'atmosphère et les décors assez bien, tu vois, enfin assez bien retransmis, etc. Le film restait angoissant, mais à part ça, il y a des fois où effectivement j'étais quand même pas loin de rigoler sur certains trucs aussi. Hein. Le coup de la chauve-souris, j'étais mort de rire. Hein. Vraiment, j'ai rigolé donc. Et c'est ça un peu le ciné aussi. Il faut rigoler, merde. Il faut se détendre, bordel. Non mais voilà, du coup, j'irais pas dire que c'est un film qui m'a énormément plu. Je l'aurais probablement oublié jusqu'à ce que je le revoie un passage random à la télé, qui sera toujours complètement what the fuck, parce qu'il y a que des passages what the fuck de toute façon dans ce film. Et mais voilà, il reste quand même un bon film, je trouve. Donc 6,5. Ok. 6,5. Ok, bon, écoutez, c'est formidable. Pezzo, de ton côté? Je sens qu'il va avoir pas mal de mauvaises notes, notamment du côté de JB. Le mec, il prévoit déjà de compenser. Pas mal, ouais, il y a une mauvaise note. Je sens qu'il va avoir pas mal, au moins une mauvaise note. Moi, je serais toi, je mettrais 10. Hein. Alors, il va bien se faire défoncer, quoi, je pense. Sécurise Pezzo vers 10. Je pense que c'est sécurisé. En vrai, j'aurais mis un 8,5, 9, mais je vais mettre un 10 pour faire chier JB. Non, mais vas-y, mets ton 10, je m'en fous. Ouais, je mets le 10. Je mets le 10. Moi, ma pas mon courbe de préféré. notes... Ce n'est pas une menace en l'air, je vais le faire. Ouais, vas-y. C'est pas mon Argento préféré, mais ça fait partie des films que j'aime vraiment beaucoup.
Et je sais qu'il va être assez bas dans le classement, donc j'essaie de remonter un peu le truc. Puis bah moi, le côté un peu fake de certains trucs, je trouve ça fait partie un peu du charme du bordel, quoi. Donc voilà. Je mets quoi? Je mets 8,5, 9, 10? 10. Ok, d'accord, 10. Voilà, tous les auditeurs seront témoins de ça. D'un 10 sur Suspiria, quand même. Quand même, Voilà. Pezzo. C'est beau. 10 sur Suspiria. Ah, tu pourras te foutre de sa gueule après, JB. Combien il a mis à Pulp Fiction? Il a mis 10. Voilà, donc la même note que Pulp Fiction. Mais non, C'est mais tout ce que j'ai à dire. pour moi, le 10, c'est un palier, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de meilleur ou moins bon. Ça. Non, mais en fait, quand t'atteins un 10, pour moi, c'est un palier, c'est que t'atteins un rang de perfection. film, cool, La perfection, quoi. Ouais, voilà, bien, c'est ça. voilà. Non, mais après, Pezzo, c'est avec les généreux, avec le 10. Hein. Lui, c'est un grand cinéphile. Hein. C'est quelqu'un qui aime le cinéma. Hein. C'est juste que on est tous un peu. C'est 2 ou 10. Je t'emmerde. Bah, tu vas voir, prochain épisode, tu vas voir comment je vais le kiffer, le prochain film, là, putain. Bah, je mettrais 10, moi, tiens. Ah bah, vas-y. Allez. Top là. Mais au moins, ma courbe de notes va suivre celle des spectateurs sur Allociné, tu vois. Alors que la tienne va suivre celle de Télérama. Yoda, de ton côté. Alors moi, je mettrais pas 10 parce que pour moi, c'est vraiment une note que je réserverais à 1 ou 2 films. Ok. Mais je mettrais 9. Oh putain, oui. Ah, d'accord. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Ah, le twist. Bah, moi, je m'y attendais. Hein, le twist. Il y a que moi qui vais mettre une mauvaise note, Pezzo. Le twist du turfu. Ouais, c'est ta meilleure note, Luna, là. Ben oui, je sais bien. Ah, putain. Oh, ce classement honteux, quoi. Ah, te mets pas dans le rang des rageux, là, au fond, là, putain. Ah ouais, Et ça, ben la raison, comme je l'ai dit, même si j'étais pas forcément bon public à la base, mais c'est un film qui m'a mis énormément dans l'ambiance dès les premières minutes, qui m'a. Enfin, même le surlendemain, j'y repensais encore. Limite, je voyais des yeux partout dès que je me retrouvais dans le noir. Je suis très sensible à la suggestion. Ah ouais, bah je vois ça. Alors ça s'appelle la paranoïa, Yuna. C'est soignable. Ça s'appelle la drogue. Il y a des médecins. Il y a des médecins pour ça, ouais. Ouais, mais du coup, c'est un film qui m'a beaucoup marqué sur le moment où je l'ai vu. Donc, finalement, est-ce que c'est pas ça le but du film? Est-ce que c'est pas ça le cinéma? Ce que t'allais dire, non? Ça non, je vais pas dire ça. Ok, bon, 9, cool. C'est cool. En tout cas, 9, yes. On a Vivien, ouais. Donc, il y a qui encore qui doit mettre sa note? Moi, et après, c'est fini, c'est ça, hein? On est d'accord, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois, ouais, c'est ça. JB, allez, JB. Allez, vas-y. Moi, je vais mettre 3,5. Ok. 3,5. Je trouve généreux. Je trouve bien généreux. Franchement, grand prince. Mais moi, je note, voilà, ce que je pense, tu vois, je mets pas des notes en fonction des autres, tu vois. Je suis la il a mis 7 à camping. Oui, j'ai augmenté d'1,5 point ma note pour camping. Alors, vas-y, 3,5, pourquoi? 3,5, parce que oui, c'est pas un film qui m'a touché. Enfin, je sais pas, ça, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de frisson dans ce film, alors que c'est un film d'horreur, quoi. Donc, enfin, tu te dis, ça la fout mal. On m'a dit que le réalisateur c'était le maître de l'horreur. Merde, quoi. Alors, pour la petite forme, ça c'est Pezzo qui y pense, mais pour moi c'est John Carpenter. Donc, mais voilà, mais après c'est chacun son. Bon, j'ai pas dit que c'était le maître de l'horreur, j'ai jamais dit ça. Bref, et donc voilà, ouais, 3,5 parce que même les décors, oui, c'est original, mais pendant 1h30 c'est chiant. La réalisation, pas ouf. C'est des effets, enfin je veux dire, tu fais passer des gens devant un projecteur pour faire des ombres sur un mur, waouh, putain. Quelle inventivité. Donc ouais, non, pour moi ça vaut pas plus que ça. Et puis voilà. Ok, donc JB 8, 3,5 sur 10, pas ouf. Aïe, 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 aïe. Ok, et moi je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10 en défaut, c'est le doublage anglais qui est niqué, le montage cradingue, l'impression de jump cut, qu'on disait, le montage son qui s'enchaîne comme un diapo Windows Movie Maker. Il y a plein de trucs de stigmates, de problèmes de production qui sont vraiment niqués. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le visuel coloré et très agressif du film. Pour moi, c'est ce qui donne l'ambiance vraiment oppressante avec les décors. Les musiques des Gobelins, c'est pareil. Enfin, la musique, je suis désolé. Enfin, la musique, elle apporte vraiment beaucoup au film. C'était même pas le premier choix.
Et ouais, ce qui paraît, oui, en plus, c'était même pas le premier choix. C'était pas Pink Floyd? Je crois pas, non. Ah, Non. moi, j'ai pas l'info. Peut-être que si t'as une info, si t'as un breaking news à balancer, vas-y, c'est le moment. Je veux même pas le mettre au montage là, si je dis une connerie, mais. Après, ce serait pas C'était déconnant. Didier Barbelivien, normalement, qui devait faire la musique. Mais en fait, il s'est rétracté. Il a préféré faire celle de Christophe. Mais non, mais le truc, Non, c'est. mais ça aurait été bien si c'était Pink Floyd. Bah, d'un côté, oui, ça aurait collé au truc. C'est un peu. Il y aurait au moins eu une bonne musique, quoi. Alors, j'ai presque envie de te frapper, mais en même temps, c'était plutôt cool. Mais voilà, non, franchement, c'est. Et puis, on n'a pas parlé d'un truc, c'est les personnages qui ont vraiment tous une gueule inquiétante. À part Suzy, mais les intendants et tous les trucs comme ça, c'est vraiment des nazis sur pattes. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment, ils ont vraiment une gueule inquiétante, quoi. Mais je pense qu'on Même les gentils. Même les gentils sont inquiétants. Non, mais enfin, même les gentils, ils ont, ouais, c'est des gamines, quoi. Enfin, tu vois, on en parlait de la scène. Non, mais le savant fou là qui demande les histoires de. Tu sais, quand elle est sur la terrasse là. Avec un oui. vieux là qui pour les sorcières. Le mec il est trop flippant en vrai. Tu sais comment il cause et tout. Oui, même le type avec son chien. L'aveugle Ouais, avec son aussi. chien, effectivement, qui la chien qui mord le petit Hitler et du coup il se fait virer et il se fait tuer la nuit suivante, quoi. Non, mais c'est oui, non, mais moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance vraiment cauchemardesque, fantasmagorique, vraiment l'instant où le fantastique remplit la réalité. Et je trouve ça vraiment super, quoi, sur toutes les scènes d'un meurtre abusé. Moi j'ai trouvé ça trop cool, et le côté ambiance oppressive et malsaine, quoi. Enfin, c'est vraiment pour moi ça a été une bonne expérience. Je l'ai vu au ciné au 14A, bon, qui est le ciné d'arrêt d'essai de Nantes, ouais, avec toi, il y a 2 ans. On l'avait vu ensemble, ouais. C'était italien ou anglais, je me souviens plus. C'était le doublage italien. C'était l'italien. Donc mais ouais, c'était une super expérience et franchement c'est un bon film, voilà, avec des stigmates de production italienne de l'époque qui fait que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un très bon film, mais c'est pas le film que je mettrais au pinacle des films d'horreur les meilleurs, quoi. C'est un film culte, c'est clair, par tout son enrobage, mais effectivement après pour le reste, voilà, c'est pas non plus le meilleur film de l'humanité. Pezzo. Et Vivien, vous êtes le seul à avoir vu un film qui est de la même note que Suspiria. C'est Une histoire vraie de David Lynch. Ah ouais? Ouais, 7,2 sur 10. Ça me paraît bien. Alors, est-ce Ouais, que ça je le semble mets correct. au-dessus d'une histoire vraie ou en dessous? Parce que vu qu'ils ont la même note, faut les départager. Allez, Vivien, choisis. En dessous ou au-dessus d'une Merci, histoire vraie? quel choix Entre incroyable. la peste et le choléra, pour toi, t'aimes pas Lynch et t'es. Et c'est pas que j'ai pas aimé, regarde, je lui ai pas mis une sale note à. Une histoire vraie, Vivien, t'avais mis 7, il me semble. Ouais, c'est tu ça, vois. 7. Bah, tu sais quoi, je vais rester fidèle à mes notes et on va mettre l'histoire vraie Au-dessus? Ok, ça marche. Alors que pourtant, je voulais faire l'inverse avant que tu me dises ma note. Donc, non, très bien, ouais. Vas-y, mets l'histoire vraie au-dessus. Je profite pour faire un erratum par rapport à ce que je viens de dire. Ok. Erratum. Un erratum, oui. En fait, c'est pour le film Profondo Rosso que le premier choix était Pink Floyd. Ah, ok. Qu'ils ont refusé et du coup, c'était la première collaboration avec Gobelin. Ouais, Goblins. Mais en plus, c'est leur meilleur BO qu'ils ont fait pour moi. Je trouve vraiment trop dingue là-dessus, quoi. Pour Profondo Rosso? Ouais, elle est vraiment cool, quoi. Ah, j'ajouterais une Pour le coup, oreille. elle est vraiment écoutée, quoi. Alors, Suspiria se retrouve donc en 16e position entre Une histoire vraie, qui est juste au-dessus, et en dessous de Suspiria, c'est le film de SF de Neil Blomkamp, qui est District 9, 16e. Donc c'est pas mal, c'est une bonne position, c'est une position honorable. Pour moi, il a une note cool, hein, franchement. Non, c'est vrai que c'est plutôt. Bah oui. Ah, la mauvaise langue. Bon, c'est parti, on va pouvoir aller voir ce que pensaient nos auditeurs dans le courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors pour le courrier de Durandos, donc nos auditeurs se sont exprimés sur Instagram et Twitter. Pas de mail cette fois-ci parce que les mails c'est chiant à lire. Mais en tout cas, Instagram et Twitter c'est beaucoup plus court, donc c'est beaucoup plus cool à lire. Et puis il y a des smileys à traduire, donc c'est toujours un plaisir. Stéphane Fanguin sur Instagram nous dit que la première visionnage c'était chiant, donc il n'y aura pas de deuxième visionnage. Ok, donc déjà c'est voilà.
On retrouve encore le Stéphane Fanguin qui est d'accord avec JB. On le retrouve. Feed the Music nous dit que c'est un giga classique du cinéma d'horreur et le remake est très bon. C'est vrai que le remake, on l'avait un petit peu parlé, mais je l'ai pas vu moi le remake. Mais ce sera un film à voir. Fatfish nous dit 2 mots, un chef-d'œuvre. Debrofi nous dit j'adore, les décors sont sublimes. Effectivement, on en avait fait pas mal d'emphase là-dessus. Cerveau nous dit que le film possède une musique folle et a plus de couleur rouge qu'au Parti communiste français. J'aime beaucoup cette vanne. Moi aussi. Bah voilà. Et ça bug. Ah, ça bug toi de ton côté? Ah non, ça buguait pas, c'est juste c'était des gros blancs, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. J'attendais plus d'entrain pour la blague du Parti communiste, mais finalement c'est un petit peu tombé à plat, malheureusement. C'est dommage. Waouh. Comme le communisme en fait. Oh, quelle phrase. Bravo. Qu'est-ce qu'on rigole ici? C'est vrai. Bon, on va aller pouvoir maintenant passer aux recommandations. Si tu vis en Alaska, tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Alors, Retour à Turfu, c'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Et on va commencer tout de suite avec Vivien. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans ta sacoche à recommandations? J'ai pas fait grand chose parce que je vous recommande du coup pas d'avoir un rapport de stage à écrire. Ça, c'est un peu de la merde. Je vous recommande de pas le faire, c'est chiant. C'est quoi un rapport de stage? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. Ouais, fais le malin donc. Non, je sais ce que je vais vous recommander. Je vais vous recommander 20th Century Boys. Le manga. Le manga? Ouais, le manga. Il est ouf. Et en fait, en faisant mes courses de Noël, je suis tombé sur une petite édition que j'avais jamais vue, avec des gros volumes. Ultra. Ils sont multicolores. Ouais, et ils sont en relief et tout. Enfin, c'est trop plaisant. J'ai l'intégrale chez moi si ça t'intéresse. Eh bah, moi du coup je vais me la faire aussi, hein. J'avoue, j'avais déjà lu il y a longtemps. C'est un vrai bonheur, un petit c'est du thriller quoi, c'est très particulier. En gros, globalement, l'histoire c'est des gamins qui écrivent un scénario de fin du monde et qui petit à petit au cours des années se réalisent, et du coup ils essayent de comprendre comment ils ont pu en arriver là. Globalement, c'est un peu le synopsis du truc, et c'est très très cool. Assez long, la fin un peu what the fuck, mais tout le long du manga c'est vraiment un plaisir à lire et à découvrir ce qui se passe petit à petit, donc je vous le recommande, et notamment la petite édition du coup qui est chez Panini Manga. Panini. Voilà. Et donc 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les films, parce qu'il y a eu des films adaptés. Non, mais on m'en avait pas dit, on n'avait pas dit du bien du coup. En fait, c'est littéralement une adaptation plan par plan du manga, et ça donne un côté très nanardesque au truc en fait. Ils sont pas fait chier quoi. Ouais. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas trop d'intérêt après ce genre d'adaptation, je trouve. Ok, 20th Century Boys, les mangas, ça marche. Yuna, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, la série que je suis en train de regarder en ce moment, alors j'ai pas vu la saison entière encore. T'as vu que 2 épisodes? Non, j'en ai vu 7. Ah yes. C'est mieux. Hunters. Donc, qui commence déjà, enfin ça date de début 2020. Ouais. Donc je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé. Je l'ai vu, mais j'en ai pas parlé. C'est sur quoi Amazon Prime. Ça parle de quoi, Hunters? Alors ça parle de, c'est avec Al Pacino. Ouais, c'est avec Pacino. Qui interprète un chasseur de nazis, en fait, qui est à la tête d'une sorte de brigade qui chasse les nazis. Donc c'est inspiré de l'affaire Paperclip, où au fin de compte, après la Seconde Guerre mondiale, des anciens scientifiques nazis, SS, enfin des personnes qui étaient dans les hautes sphères de l'armée allemande, ont été extradés d'Allemagne en fait pour utiliser leur cerveau aux États-Unis en fait. Donc ça, cette partie-là est vraie, mais par contre, voilà, tout le reste, chasseur de nazis, côté Tarantino, est beaucoup plus romancé.
Ouais. Ok. Ouais, et c'est là, en gros, t'es quoi? T'es arrivé à l'avant-dernier épisode à peu près. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des épisodes. Je crois qu'il doit m'en manquer 3, 4, quelque chose comme ça avant la fin. C'est une série assez courte. C'est produit par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out et Us. Et oui, il y a un côté Tarantino, c'est vrai, dans le côté l'aspect montrer la violence de façon cradingue, mais cool. Moi, référence aux comics aussi. Voilà, parce que c'est un comics aussi. Mais moi, j'ai pas trop aimé, perso. Mais si je te dis pourquoi j'ai pas aimé, ça va spoiler le truc, donc je préfère rien dire. Mais effectivement, il y a un retournement à certains moments qui fait que t'es là, hop. Puis même le rythme, je trouve un peu bâtard. Le rythme, ça prend trop son temps ou c'est un peu vide, j'ai l'impression. Mais voilà, moi perso, j'ai pas été fan. En vrai, j'ai quand même quelques écueils vis-à-vis de la série. Après, c'est une histoire qui prend. À la fin de l'épisode, j'ai envie de connaître la suite, donc c'est pour ça que je la mets en recommandation. Mais pour moi, ça oscille trop entre le côté justement Tarantino, comics, etc. et le côté historique. Et ouais, ça me dérange un petit peu le côté drame. Il n'y a pas besoin de rajouter du drame par rapport à certaines choses qui sont déjà arrivées en fait. Qui sont déjà dramatiques de base. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Donc Hunters pour toi. Sans en dire trop. Pezzo. Alors moi je vais parler d'une série qui s'appelle L'Agent Immobilier. Alors c'était une mini-série qui a été faite par Arte en 2020. Ok. Avec Mathieu Amalric et Eddie Mitchell dans les rôles titres. Et voilà, c'est très bien. C'est grosso modo, c'est l'histoire d'un agent immobilier qui est un peu sur la paille et qui hérite d'un immeuble avec il y aura plein de secrets avec cet immeuble. C'est 4 épisodes. Je les avais vus il y a un petit moment. Elle est terminée la série. Je les avais vus il y a un petit moment quand c'était passé vraiment sur Arte. En live entre guillemets. Après, je pense que c'est possible de le revoir peut-être sur l'appli ou sur les internets ou alors ouais voilà ton cousin américain qui a peut-être j'aurais pu dire avec Mathieu Amalric et Eddie Mitchell. Donc voilà, non mais j'aime beaucoup Amalric et Eddie Mitchell, donc j'ai kiffé la série et si vous êtes comme moi, bah essayez, c'est bien. Ok. Voilà. Ça marche, super, merci Pezzo, l'agent immobilier. Et JB de ton côté? Moi, ce sera une série, donc j'en ai parlé un petit peu à la dernière mission, mais du coup, bah là, je l'ai terminée. Okay. Enfin, du moins, elle est pas terminée, donc, mais je suis allé jusqu'à la fin. C'est Star Trek Discovery. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais parlé le mois dernier. Voilà, j'avais vu que 2 épisodes et j'avais dit que ça me paraissait pas mal. Et effectivement, très bonne série. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Donc je peux la recommander, c'est une très bonne série si vous aimez un petit peu tout ce qui est guerre spatiale et enjeux space opéra, voilà, c'est les piou-piou, c'est pas mal. Et puis c'est tout. Ok, ça marche. Bah écoute, d'ailleurs, tu viens de parler de Star Trek Discovery parce que notre ami Manu fait des podcasts justement sur Star Trek Discovery parce que je crois qu'ils sont arrivés à la saison 3, il me semble, si je dis pas de conneries. Oui, c'est la saison 3. Ouais. Donc écoutez aussi le Coin Pop qui fait des récaps à chaque fois des épisodes, des analyses et des théories crafting. Donc vraiment des théories en fait sur les prochains épisodes. Je pense qu'on est pas mal là, on est bien, on a fait nos petits trocos. Donc on va dire que c'est la fin de l'émission. Donc je remercie Yuna, Vivien, Pezzo et notre grand JB8, donc il y a un style de film rien qu'à lui maintenant, on a découvert ça. Retrouvez-nous dans 2 semaines pour vous parler d'un nouveau film, nouvelle époque, hervéturfleur@gmail.com pour vous proposer vos films. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram, on est ultra actifs sur Twitter et Instagram, on vous cache pas, Facebook c'est vraiment un truc de vieux con. Retourvolturfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT et du podcast au début et la fin dont on a sorti le destin de Lisa et on s'est fait atomiser la gueule par des fans du destin de Lisa. D'ailleurs, faut savoir, on a eu une campagne de hate qui a duré 10 minutes. Pour nous soutenir, rien de plus simple, 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire, c'est toujours sympa. L'équipe est toujours très heureuse de savoir qu'ils ont une belle voix, qu'ils savent manier les mots. Et partagez un maximum le podcast, bien sûr, si cela vous a plu. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao. Ciao.